Puis on verra bien ce que ça donne. Je voulais, puisque au regard du programme, j'avais vu qu'en fait une majorité d'entre nous allait parler de romans et de ses entours en tout cas, revenir sur 3 constructions critiques qui évidemment sont là, très actives dans les récits sur le patrimoine national. D'abord l'association entre femmes et romans, bien sûr, mais aussi entre femmes et sentiments, femmes et idéal. Alors cette question, elle est en fait assez compliquée et je vais me contenter ici d'apporter un certain nombre d'observations qui pourront en effet au moment de des questions être nuancées, débattues, complétées, contestées même. J'aurais voulu enfin, mais je ne sais pas si je vais en avoir le temps, revenir sur des questions de filiation littéraire et justement insister sur leur caractère genré. Alors le cadre général de mes observations, vous l'aurez compris, c'est celui de l'histoire littéraire et précisément je vais revenir, je le disais, sur quelques constructions critiques que le temps a liées les unes avec les autres et qui continuent d'être naturellement, et bien sûr je mets le mot entre guillemets, associées aux femmes qui écrivent des romans depuis le 19e siècle, mais chose intéressante, jusqu'à aujourd'hui. La première de ces constructions critiques a donc fait du roman un genre féminin, et on le sait bien, ce n'est pas le seul genre à être ainsi féminisé. On songe à la lettre et à tout ce qui est épistolaire et correspondance, mais aussi à la poésie sentimentale ou encore à la littérature pour enfants. La deuxième prétend que les romancières sont toujours aussi naturellement douées pour parler d'amour et que donc par force elles se sont cantonnées au roman sentimental. La troisième enfin, et elle est liée à la deuxième, les voit nécessairement idéalistes, toujours prêtes, selon la formule de Zola, à faire la culbute dans le bleu. Pratiquement la représentation du réel, cette grande injonction du roman, alors qu'il devient en effet, ça a été rappelé par Laetitia, plus prestigieux et est en passe de devenir à la fin du 19e siècle le grand genre, encore qu'avec un statut tout spécial pour la poésie, ne serait décidément pas l'affaire des femmes, leur imagination romanesque ne résistant pas, et je cite cette fois Flaubert, à l'attirante fantasmagorie des réalités sentimentales. Alors j'en viens à l'association entre femmes et romans. Cette association, vous vous en souviendrez, est ancienne, puisque la critique s'accorde pour dire que c'est à l'occasion de la publication de Zaïd en 1670 que l'érudit Jean-Daniel Huet préface la publication de Marie-Madeleine de La Fayette, à laquelle Jean de Segrais a servi de prête-nom. Dans cette préface intitulée « Lettres de l'origine des romans », Huet fait observer le goût des femmes pour les romans d'amour et non pour les ouvrages savants. Il s'en trouve aussi, observe-t-il, pour en écrire. Le genre est facile. L'ignorance, et c'est le mot qu'il utilise, évidemment, ayant en tête la fameuse hiérarchie héritée d'Aristote, l'ignorance ne constitue pas un frein à l'élaboration de fictions aussi surprenantes qu'inventives. Force est de constater, poursuit encore Huet, que les femmes savent écrire des romans, et même qu'elles le font mieux que personne. Et Huet est d'ailleurs un des premiers à citer quelques titres de romans contemporains, tous écrits par des femmes et publiés anonymement ou sous des noms d'emprunt. Une telle assertion, il faudrait la regarder évidemment de plus près, parce qu'elle lie aussi histoire et roman, je n'ai pas le temps de le traiter ici, est généralement jugée à l'origine du lien entre femmes et romans. Et 2 points sont à mon sens intéressants à cet égard. D'abord, justement, le caractère supposément naturel de ce lien, parce qu'il établit une sorte de disposition innée des femmes à raconter des histoires et des romans. Ensuite, l'efficacité d'une telle assertion, puisqu'elle va rapidement s'imposer comme une évidence et fonctionner comme une véritable assignation générique. Et j'ai proposé ce terme ailleurs. Autrement dit, quand une femme pense littérature, elle pense le plus généralement, dès la fin du XVIIe siècle, à écrire un roman. Elle le fait d'autant plus volontiers qu'il lui a été dit qu'elle-même se considère nantie d'un esprit naturellement romanesque, comme si des dispositions psychologiques particulières, supposées bien entendu, prêtaient à des dispositions pour un genre littéraire en particulier. Dans cette perspective, il y aurait à suivre l'image de ce mot romanesque en littérature. On le trouve sans surprise aussi bien chez Jean Lys comme chez Sand, qui l'une et l'autre considèrent que, bien entendu, comme elles sont romancières, elles sont romanesques et elles sont naturellement romanesques. Une telle association entre des dispositions donc supposément naturelles et une forme littéraire
spécifique ne s'observe évidemment pas pour les auteurs masculins. Depuis l'Antiquité, ces derniers ont défini, se sont appropriés, ont illustré tous les genres littéraires sans exception, ils en ont bousculé les formes, les ont recréés et s'en sont estimés les maîtres. Passé la dernière décennie du XVIIe siècle, ils sont non seulement majoritaires dans le genre romanesque, mais s'y jugent de loin les meilleurs et la critique leur emboîte le pas. Alors ça a été justement dit inlassablement, les histoires littéraires vont s'obstiner à dire les femmes sont nombreuses, elles sont de plus en plus nombreuses, etc. Je pense que ce n'est pas inintéressant de regarder les chiffres, en tout cas d'avoir un ordre de grandeur, puisque pour toutes sortes de raisons, il demeure assez difficile, on attend des enquêtes qui suivraient justement un premier rapport d'ordre de la proportion pour la présence des femmes dans le domaine romanesque. Si on regarde la deuxième moitié du XVIIIe siècle, on voit que les femmes, selon les années, ne dépassent pas les 10%. Pendant la Révolution, ce sont principalement des brochures et des pamphlets politiques qu'elles écrivent, et là je renvoie aux excellentes analyses faites par l'historienne américaine Carla Hess. Pour la seule année 1800, elles sont 21 françaises et étrangères à publier en France en français un ou plusieurs romans sur un total de 118 auteurs de romans répertoriés et ainsi de suite. On peut donner toutes sortes de chiffres. Au total, la présence des femmes dans le domaine romanesque ne dépasserait pas 20% environ de l'ensemble de la production avant d'atteindre, dans l'état de nouveau des connaissances actuelles, environ 25% au début du XXe siècle. Elles atteindraient aujourd'hui 33% environ de la production devenue absolument considérable de romans, puisque, je le rappelle, uniquement en France sont publiés en français plus de 1000 romans par an. Alors c'est l'une des contradictions que l'on peut faire observer. Les femmes donc seraient nombreuses, de plus en plus nombreuses, mais on le voit, et la critique d'ailleurs parle volontiers d'invasion, de bataillons de femmes arrivant en masse, etc., alors que dans les faits, elles demeurent en nombre toujours minoritaire et à vrai dire assez considérablement et jusqu'à aujourd'hui. Dans le même temps, force est de constater que l'assignation générique à laquelle justement je faisais allusion fonctionne parfaitement. C'est-à-dire que si les femmes sont minoritaires dans le domaine du roman, elles le sont bien davantage encore en poésie ou au théâtre. Et c'est une autre contradiction que l'on rencontre continuellement, celle qui consiste à déclarer qu'elles sont partout en même temps que leur présence est volontiers jugée illégitime dans tel ou tel genre, ou peu légitime, ou dans certains sous-genres aussi, ainsi que la critique le fait clairement entendre. Autrement dit, la place qu'on leur désigne est très restreinte et ultimement d'ailleurs, dans l'esprit de beaucoup, et ça vène le discours critique tout au long du XIXe siècle, le mieux serait en somme qu'elles n'écrivent pas du tout. Alors cette contradiction s'observe encore, et je fais juste un petit pas de côté, puisque certains d'entre vous vont intervenir sur les manuels d'éducation et littérature pour la jeunesse. Et cette même contradiction donc s'observe aussi dans ce domaine. D'un côté, on considère qu'il est naturel, là aussi, que les femmes écrivent pour la jeunesse, puisque c'est elles qui éduquent les petits, et en particulier les filles, mais de l'autre, on voit les hommes occuper rapidement la plus grande partie de cette production, en réalité de plus en plus lucrative, puisqu'il y a une demande forte, en particulier dans la deuxième moitié du siècle. On les voit aussi à l'occasion, d'ailleurs, les hommes prendre un pseudonyme féminin, puisqu'il est entendu que cette activité est féminine. Et c'est le cas, par exemple, d'une certaine Madame Doudet, qui publie le nouvel alphabet des premières connaissances, et qui est en réalité Théodore Lefebvre. Alors on sait que l'éditeur a trouvé bon que justement ce soit une dame qui écrive ce manuel, alors peu importe son sexe véritable. L'inverse se retrouve d'ailleurs aussi, et là on attendrait des recherches beaucoup plus systématiques dans un domaine qui en termes de genre est encore, à ma connaissance, en tout cas en France, peu considéré, puisqu'on voit un des très grands ouvrages de la littérature et de l'enseignement, le Tour de France par 2 enfants, publié en 1877. Les historiens ont considéré
considéré, et Pierre Nora par exemple, qu'il s'agissait d'un véritable petit livre rouge de la Troisième République. Ce texte-là, que tout le monde a eu en main, qui traîne, je pense, dans les bibliothèques encore de toutes les familles, a été signé G. Bruno, donc le choix d'un pseudonyme discret. On a cru longtemps que c'était en réalité le mari de celle qu'il avait réellement écrit, c'est-à-dire Augustine Feuillet. Alors c'est dire que les éditeurs du 19e siècle ont bien des vues genrées sur la production, et évidemment le nom reste un indice supposément fiable. Et on pourrait multiplier les exemples et d'ailleurs suivre cette interrogation plus longuement. Alors est-ce que les femmes, ça c'est mon deuxième temps, écrivent des romans sentimentaux dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle et pendant la première décennie du siècle suivant, comme les hommes, bien qu'en nombre inférieur à eux, les femmes écrivent en effet des romans dits sentimentaux, et je me tiens sur ce point puisque je trouve que l'étiquette est souvent assez galvaudée et utilisée peut-être historiquement à tort et à travers. Je m'en tiens à l'excellente analyse de David Denby, Sentimental Narrative and the Social Order in France, qui lui imagine que les points de repère sont 1760-1820. Au-delà, on voit la matière romanesque se transformer de toutes sortes de façons. Alors certes, leur présence un peu plus visible en littérature à l'extrême fin du XVIIIe siècle et certains succès rencontrés vont accréditer l'idée que les femmes écrivent des romans sentimentaux, mais en réalité, et je cite une phrase je vais citer à titre d'exemple une phrase d'un critique, Joseph Michaud, critique connu surtout pour sa monumentale entreprise biographique, dans le Mercure de France de 1803. Alors, je vais le prendre pour indice, puisque Joseph Michaud dit « Les femmes semblent s'être exclusivement emparées de ce genre littéraire, le roman sentimental, alors qu'en réalité, il déforme délibérément une situation bien différente, démentie par les chiffres de nouveau. Le soi-disant monopole de ces dernières, à rappeler notamment Shelley Charles, relève d'une construction critique qui superpose deux lieux communs, le premier liant femme et sentiment, le second femme et roman. » Alors, je lis encore, cette fois chez le critique Jean-François de La Harpe, ou L'Arpe, auteur du fameux Lycée, une sorte d'histoire littéraire de tous les âges et de tous les temps, qu'il est souhaitable que les femmes, je cite, mettent en scène ce qu'elles connaissent le mieux, le sentiment, dans le genre littéraire qui leur convient le mieux, le roman, et ainsi de suite. Et alors voilà l'invitation au roman clairement formulée une fois de plus. En réalité, exactement comme leurs homologues masculins, bien que beaucoup moins nombreuses, les femmes écrivent des romans sentimentaux, mais s'illustrent également dans d'autres genres romanesques, et vous le savez bien, ces sous-genres sont innombrables, qu'on se souvienne seulement de la préface de Mademoiselle de Maupin de Gautier, par exemple. Le roman est par définition hétéromorphe, on peut le qualifier de toutes sortes de façons selon les époques. Il existe des romans gothiques, philosophiques, fantastiques, pédagogiques, exotiques, historiques ou libertins, et ces genres, bien sûr, se recouvrent, se confondent dans nombre d'occasions. Tous les grands et petits romanciers, par ailleurs, ont emprunté à d'autres formes littéraires. Ils ont emprunté au théâtre, à la lettre, à la correspondance, à l'essai et à toutes sortes de formes dites lyriques. C'est notamment, évidemment, le cas de nombre d'auteurs romantiques des deux sexes, parce que précisément, au fond, ce genre n'en est pas un, sa plasticité est infinie, ses possibilités d'emprunt et d'imitation aussi. Les femmes sont-elles néanmoins apparues meilleures observatrices et plus fines analystes du sentiment? C'est incontestable. Attention portée à la dimension psychologique du sentiment et plus généralement au rapport entre les sexes paraît avoir caractérisé nombre de romans de femmes, mais ce qui m'intéresse davantage encore, c'est que ce qui relève de la construction critique soit apparu naturel à leurs propres yeux. On lit chez Germaine de Staël, les femmes, c'est un extrait de la littérature, étudient avec soin et caractérisent avec sagacité les mouvements de l'âme. Les femmes seules connaissent de l'amour toutes les nuances délicates. Sophie Cottin, de son côté, note de même dans la préface de Malvina, qui est publiée la même année, en 1800, « Les romans sont le domaine des femmes. C'est à elles qu'appartiennent de saisir toutes les nuances d'un sentiment qui est l'histoire de leur vie. » On le voit, elle répète les propos de la harpe, qui répète à son tour ce qu'il a entendu, lu, répété 100 fois. C'est plus tard encore
Colette parlera de, je cite, « la femelle aptitude au bonheur ». C'est ainsi qu'un discours d'ordre culturel semble s'être peu à peu mué en naturel, exactement comme dans le cas du romanesque. Alors ça, c'est un mouvement qui est évidemment bien connu. Introjecté, un tel discours s'est progressivement transformé en compétence singulière, sans pour autant que les romanciers majoritaires ne cessent évidemment d'imaginer des romans d'amour. Et davantage. Après les considérations générales de Germaine de Staël sur les passions, de l'influence des passions sur le bonheur des individus et des nations, qui comporte un chapitre sur l'amour de manière tout à fait significative, ce sont les hommes au XIXe siècle qui vont se faire théoriciens du mariage et de l'amour. Et je cite simplement très vite, à titre de repère, de l'amour de Stendhal, Physiologie du mariage de Balzac, l'amour de Michelet, etc. Et l'idéalisme. L'opposition entre romans idéalistes et romans réalistes n'épouse pas la différence des sexes dès la monarchie de Juillet et ne peut servir seule à expliquer l'oubli dans lequel les œuvres de femmes sont tombées, George Sand comprise. Et sur ce point, il en a été question, je ne partage pas les analyses de Margaret Cohen. Si Stendhal entend parler politique, quoi qu'il en coûte au roman, si Balzac se pose en historien de la Restauration, Sand, dès Indiana, inscrit, on le sait bien, la critique d'un état de société et d'un état politique au cœur de son dispositif romanesque, comme le fait d'ailleurs Victor Hugo, mais d'une autre manière que lui. Mais plus juste, à mon sens, plus juste historiquement, d'observer que la mise en place de l'opposition entre idéalisme et réalisme procède par glissements successifs sur plusieurs décennies. Cette opposition s'élabore d'abord dans justement la tension entre romantisme et réalisme. Cette tension, elle est formulée par les réalistes au début des années 1850, vous vous en souviendrez, exactement comme les romantiques avaient souhaité se défaire des classiques quelques décennies auparavant. Peu toutefois, cette opposition adopte une partition sexuée. Et là, les choses deviennent plus intéressantes. Le romantisme, sommairement caractérisé par l'effusion sentimentale et les larmes, est jugé féminin, tous auteurs confondus. Les hommes comme les femmes qui s'en réclament, sont qualifiés par Proudhon, par exemple, de femmelins. Et Proudhon fait un ensemble et critique les romantiques, quel que soit leur sexe d'ailleurs, puisqu'il pense aussi bien à Rousseau qu'à Germaine de Staël, dans une vision un peu large du romantisme. Tandis que dans son souci du vrai et du réel, devenu synonyme, Zola, de son côté, juge que la littérature est devenue virile. Alors, Zola le dit, mais aussi, on le sait bien, Barbey d'Aurevilly, les frères Goncourt, ou Flaubert, quand il se moque de Lamartine. Et c'est sans doute Zola, d'ailleurs, qui se fait le héros de ce qu'il appelle, dans sa lettre à la jeunesse, et je pense que la formule est admirable, et elle résume tout, la virilité du vrai. Alors si on en est à la virilité du vrai, alors ça c'est sûr, du coup pas de possibilité de faire autre chose. Zola oppose d'ailleurs à la virilité du vrai, je cite, les belles émotions nerveuses de l'idéal. Alors voilà l'opposition clairement énoncée. Dans l'article qu'il consacre à George Sand, au lendemain de sa mort, en 1876, Zola va en réalité aller plus loin que ses prédécesseurs, puisqu'il va reprendre cette partition sexuée qui oppose désormais, et on sait bien que le discours scientifique s'en mêle aussi, le discours médical, qui oppose virilité aux nerfs et qui se retrouve à ses yeux incarné par deux romanciers, Balzac, dont il fait l'ancêtre du naturalisme, et Sand, dans lesquels il voit le parangon de l'idéalisme. Alors, véritable parti pris, parce que pourquoi pas Hugo ou Lamartine, évidemment, une telle proposition a l'avantage de donner une figure masculine à ce qu'il faut faire, une figure féminine à ce qu'il ne faut pas faire, au réalisme d'un côté, à l'idéalisme de l'autre. Phénomène, évidemment, là aussi bien connu, qui reconduit ce que Françoise Héritier appelle la valence différentielle des sexes, c'est-à-dire dès qu'il est question d'établir des hiérarchies de quelque sorte, la comparaison qui est faite revient naturellement au masculin et au féminin, et c'est exactement comme ça que procède Zola. Alors on pourrait montrer que Zola, la critique ne lui donne pas raison tout de suite, qu'il y a encore quelques débats autour de Taine et Lançon, par exemple, à cet égard, mais enfin, voilà l'opposition clairement posée. L'idée selon laquelle aucune œuvre de femme ne saurait être réaliste, a fortiori naturaliste, découle logiquement d'une telle représentation que la critique et les historiens de la littérature répéteront ensuite sans l'interroger. Et je pense pour ma part qu'il y aurait à faire une thèse, et peut-être même plusieurs,
pour essayer de comprendre pourquoi le réalisme connaîtra au XXe siècle un tel succès critique, de Lukács à Barthes et Genette. Bien sûr, ces analyses attendent que soit pris en compte son caractère idéologique, puisqu'évidemment il y a une marque idéologique forte aussi liée à ce discours, mais également genrée. Et d'ailleurs, les deux sont historiquement liés. Il faudrait faire l'historique, autrement dit, de sa prodigieuse réception. Alors, j'avancerai un peu vite ici, avec juste seulement quelques éléments de réflexion, il s'agit dans tous les cas de 3 constructions critiques qui vont gauchir la réalité à des fins assurément avantageuses pour le masculin, et d'autre part que ces constructions sont d'autant plus efficaces qu'elles sont volontiers reconduites par les écrivaines elles-mêmes, qui acceptent cette place, la jugent naturelle, et qui répondent à ce que le champ littéraire attend d'elles, des romans, du sentiment, de l'idéal, mais aussi bien d'autres genres et sous-genres, du réalisme, du naturalisme. Ce que l'histoire littéraire s'est généralement décidé à ne pas voir. Il y a un vrai parti pris. Une fois les cases établies, évidemment, l'histoire littéraire va remettre son pas inlassablement. Il suffirait de partir de Lançon et de voir comment l'histoire littéraire procède toujours aujourd'hui. On verrait qu'en réalité, on a dans ce seul domaine fort peu bougé les lignes et les repères. Je vais revenir en guise de conclusion à cette question de la filiation et essayer là aussi de la genrer, puisque depuis quelques décennies, désormais, toutes sortes de raisons ont été avancées pour comprendre la situation que je viens de décrire, à commencer par le faible pourcentage des femmes en littérature. Et pour cette raison, parmi ces raisons, on trouve la question des modèles. On a volontiers fait observer que l'existence d'illustres modèles avait continuellement alimenté l'envie de gloire littéraire, c'est le terme qui est souvent utilisé, et que cette dernière, être le Molière de son temps, être Chateaubriand ou rien, etc., avait constitué un moteur puissant dans un imaginaire de la littérature nécessaire à tout qui souhaitait devenir homme de lettres. On a volontiers fait observer, il a été rappelé que Christine Planté le dit en effet, que l'absence de modèle au féminin pourrait avoir, avec d'autres facteurs, contribué à une situation inverse, à laquelle d'ailleurs auraient également participé les quelques romans, en réalité une poignée, qui invitaient les femmes à ne pas écrire au nom de leur bonheur personnel. Alors, on remarquera à cet égard combien le dispositif est et demeure genré. Il est très frappant de voir que les hommes n'ont jamais imaginé de prendre une femme pour modèle. Personne n'est pas surprise pour déclarer qu'il veut être le Germaine de Staël de sa génération. Ou la George Sand, le George Sand de son siècle. Les femmes, de leur côté, n'imaginent pas, ou n'osent pas imaginer, semble-t-il, qu'elles pourraient se mesurer à des œuvres masculines. Et j'avoue que dans mes recherches, je n'en ai jamais trouvé d'exemple. Quand elles évoquent des modèles, ils sont toujours féminins. Et l'existence d'une George Sand au XIXe siècle joue, on le sait bien à cet égard, un rôle absolument déterminant. Le principe de filiation, qui semble nécessaire pour acquérir quelque légitimité en littérature, s'inscrit dans un imaginaire dont je voudrais souligner la forte connotation familiale et avec elle la dimension conservatrice qu'elle convoque de facto, à moins de le refuser de toutes ses forces. Et ça arrive. Il est très satisfaisant d'être pris dans une dynamique de l'héritage et de la transmission. Et après tout, il est régulièrement convoqué par le fonctionnement même des institutions, dont les académies, dont éventuellement les groupes, cénacles, etc. C'est-à-dire faire corps et imaginer un type de transmission de quelque sorte. Justement, là on retrouve des dispositifs bien connus. C'est le masculin qui transmet le nom, les biens, une histoire familiale. L'existence d'un tel scénario en littérature rappelle d'emblée à quel point il est difficile pour les femmes de s'y inscrire à leur tour, symboliquement et pratiquement. De même qu'il leur est plus difficile de concevoir la pratique littéraire sur le mode d'un mouvement esthétique ou de disciples qui peuvent le constituer et le faire connaître. Aucune femme au XIXe siècle ne semble penser sa présence en littérature, ne la conçoit, ne l'imagine même, dans ces termes.
qui appartiennent en effet à un imaginaire masculin. Ouais. Ce mécanisme est d'ailleurs parfaitement identifié, et à mon sens c'est la première qui le fait, par Félicité de Genlis. Félicité de Genlis dit en effet que c'est comme ça que cela fonctionne, et que donc évidemment là le féminin n'a pas sa place. Et on verra bien ce que ça donne. Je voulais, puisque au regard du programme, j'avais vu qu'en fait une majorité d'entre nous allait parler de romans et de ses entours, en tout cas, revenir sur 3 constructions critiques qui évidemment sont là, très actives dans les récits sur le patrimoine national. D'abord l'association entre femmes et romans, bien sûr, mais aussi entre femmes et sentiments, femmes et idéal. Alors cette question, elle est en fait assez compliquée, et je vais me contenter ici d'apporter un certain nombre d'observations qui pourront en effet au moment de des questions être nuancées, débattues, complétées, contestées même. J'aurais voulu enfin, mais je ne sais pas si je vais en avoir le temps, revenir sur des questions de filiation littéraire et justement insister sur leur caractère genré. Alors le cadre général de mes observations, vous l'aurez compris, c'est celui de l'histoire littéraire, et précisément je vais revenir, je le disais, sur quelques constructions critiques que le temps a liées les unes avec les autres et qui continuent d'être naturellement, et bien sûr je mets le mot entre guillemets, associées aux femmes qui écrivent des romans depuis le 19e siècle, mais chose intéressante, jusqu'à aujourd'hui. La première de ces constructions critiques a donc fait du roman un genre féminin, et on le sait bien, ce n'est pas le seul genre à être ainsi féminisé. On songe à la lettre et à tout ce qui est épistolaire et correspondance, mais aussi à la poésie sentimentale ou encore à la littérature pour enfants. La deuxième prétend que les romancières sont toujours aussi naturellement douées pour parler d'amour, et que donc par force elles se sont cantonnées au roman sentimental. La troisième, enfin, et elle est liée à la deuxième, les voit nécessairement idéalistes, toujours prêtes, selon la formule de Zola, à faire la culbute dans le bleu. Pratiquement la représentation du réel, cette grande injonction du roman, alors qu'il devient en effet, ça a été rappelé par Laetitia, plus prestigieux et est en passe de devenir à la fin du 19e siècle le grand genre, encore qu'avec un statut tout spécial pour la poésie, ne serait décidément pas l'affaire des femmes, leur imagination romanesque ne résistant pas, et je cite cette fois Flaubert, à l'attirante fantasmagorie des réalités sentimentales. Alors j'en viens à l'association entre femmes et romans. Cette association, vous vous en souviendrez, est ancienne, puisque la critique s'accorde pour dire que c'est à l'occasion de la publication de Zaïd en 1670 que l'érudit Jean-Daniel Huet préface la publication de Marie-Madeleine de La Fayette, à laquelle Jean de Segrais a servi de prête-nom. Dans cette préface intitulée « Lettres de l'origine des romans », Huet fait observer le goût des femmes pour les romans d'amour et non pour les ouvrages savants. Il s'en trouve aussi, observe-t-il, pour en écrire. Le genre est facile. L'ignorance, et c'est le mot qu'il utilise, évidemment, ayant en tête la fameuse hiérarchie héritée d'Aristote, l'ignorance ne constitue pas un frein à l'élaboration de fictions aussi surprenantes qu'inventives. Force est de constater, poursuit encore Huet, que les femmes savent écrire des romans, et même qu'elles le font mieux que personne. Et Huet est d'ailleurs un des premiers à citer quelques titres de romans contemporains, tous écrits par des femmes et publiés anonymement ou sous des noms d'emprunt. Une telle assertion, il faudrait la regarder évidemment de plus près, parce qu'elle lie aussi histoire et roman, je n'ai pas le temps de le traiter ici, est généralement jugée à l'origine du lien entre femmes et romans. Et 2 points sont à mon sens intéressants à cet égard. D'abord, justement, le caractère supposément naturel de ce lien, parce qu'il établit une sorte de disposition innée des femmes à raconter des histoires et des romans. Ensuite, l'efficacité d'une telle assertion, puisqu'elle va rapidement s'imposer comme une évidence et fonctionner comme une véritable assignation générique. Et j'ai proposé ce terme ailleurs. Autrement dit, quand une femme pense littérature, elle pense le plus généralement, dès la fin du XVIIe siècle, à écrire un roman. Elle le fait d'autant plus volontiers qu'il lui a été dit qu'elle-même se considère nantie d'un esprit naturellement romanesque, comme si des dispositions psychologiques particulières, supposées bien entendu, prêtaient à des dispositions pour un genre littéraire en particulier.
dans cette perspective, il y aurait à suivre l'image de ce mot romanesque en littérature. On le trouve sans surprise aussi bien chez Jean Lys comme chez Sand, qui l'une et l'autre considèrent que, bien entendu, comme elles sont romancières, elles sont romanesques et elles sont naturellement romanesques. Une telle association entre des dispositions donc supposément naturelles et une forme littéraire spécifique ne s'observe évidemment pas pour les auteurs masculins. Depuis l'Antiquité, ces derniers ont défini, se sont appropriés, ont illustré tous les genres littéraires sans exception, ils en ont bousculé les formes, les ont recréés et s'en sont estimés les maîtres. Passé la dernière décennie du XVIIe siècle, ils sont non seulement majoritaires dans le genre romanesque, mais s'y jugent de loin les meilleurs et la critique leur emboîte le pas. Alors ça a été justement dit inlassablement, les histoires littéraires vont s'obstiner à dire les femmes sont nombreuses, elles sont de plus en plus nombreuses, etc. Je pense que ce n'est pas inintéressant de regarder les chiffres, en tout cas, d'avoir un ordre de grandeur, puisque pour toutes sortes de raisons, il demeure assez difficile, on attend des enquêtes qui suivraient justement un premier rapport d'ordre de la proportion pour la présence des femmes dans le domaine romanesque. Si on regarde la deuxième moitié du XVIIIe siècle, on voit que les femmes, selon les années, ne dépassent pas les 10%. Pendant la Révolution, ce sont principalement des brochures et des pamphlets politiques qu'elles écrivent. Et là, je renvoie aux excellentes analyses faites par l'historienne américaine Carl Hess. Pour la seule année 1800, elles sont 21 françaises et étrangères à publier en France, en français, un ou plusieurs romans sur un total de 118 auteurs de romans répertoriés, et ainsi de suite. On peut donner toutes sortes de chiffres. Au total, la présence des femmes dans le domaine romanesque ne dépasserait pas 20% environ de l'ensemble de la production, avant d'atteindre, dans l'état de nouveau des connaissances actuelles, environ 25% au début du XXe siècle. Elles atteindraient aujourd'hui 33% environ de la production devenue absolument considérable de romans, puisque, je le rappelle, uniquement en France sont publiés en français plus de 1000 romans par an. Alors c'est l'une des contradictions que l'on peut faire observer. Les femmes donc seraient nombreuses, de plus en plus nombreuses, mais on le voit, et la critique d'ailleurs parle volontiers d'invasion, de bataillons de femmes arrivant en masse, etc., alors que dans les faits, elles demeurent en nombre toujours minoritaire et à vrai dire assez considérablement et jusqu'à aujourd'hui. Dans le même temps, force est de constater que l'assignation générique à laquelle justement je faisais allusion fonctionne parfaitement. C'est-à-dire que si les femmes sont minoritaires dans le domaine du roman, elles le sont bien davantage encore en poésie ou au théâtre. Et c'est une autre contradiction que l'on rencontre continuellement, celle qui consiste à déclarer qu'elles sont partout, en même temps que leur présence est volontiers jugée illégitime dans tel ou tel genre, ou peu légitime, ou dans certains sous-genres aussi, ainsi que la critique le fait clairement entendre. Autrement dit, la place qu'on leur désigne est très restreinte et ultimement d'ailleurs, dans l'esprit de beaucoup, et ça vène le discours critique tout au long du XIXe siècle, le mieux serait en somme qu'elles n'écrivent pas du tout. Alors cette contradiction s'observe encore, et je fais juste un petit pas de côté, puisque certains d'entre vous vont intervenir sur les manuels d'éducation et littérature pour la jeunesse. Et cette même contradiction donc s'observe aussi dans ce domaine. D'un côté, on considère qu'il est naturel, là aussi, que les femmes écrivent pour la jeunesse, puisque c'est elles qui éduquent les petits, et en particulier les filles, mais de l'autre, on voit les hommes occuper rapidement la plus grande partie de cette production, en réalité de plus en plus lucrative, puisqu'il y a une demande forte, en particulier dans la deuxième moitié du siècle. On les voit aussi à l'occasion, d'ailleurs, les hommes prendre un pseudonyme féminin, puisqu'il est entendu que cette activité est féminine. Et c'est le cas, par exemple, d'une certaine Madame Doudet, qui publie le nouvel alphabet des premières connaissances, et qui est en réalité Théodore Lefebvre. Alors on sait que l'éditeur a trouvé bon que justement ce soit une dame qui écrive ce manuel, alors peu importe son sexe véritable. L'inverse se retrouve d'ailleurs aussi, et là on attendrait des recherches beaucoup plus systématiques dans un domaine qui en termes de genre est encore, à ma connaissance, en tout cas en France, peu considéré, puisqu'on voit un des très grands ouvrages de la littérature et de l'enseignement, le Tour de France par 2 enfants, publié en 1877. Les historiens ont considéré
considéré, et Pierre Nora par exemple, qu'il s'agissait d'un véritable petit livre rouge de la Troisième République. Ce texte-là, que tout le monde a eu en main, qui traîne, je pense, dans les bibliothèques encore de toutes les familles, a été signé G. Bruno, donc le choix d'un pseudonyme discret. On a cru longtemps que c'était en réalité le mari de celle qu'il avait réellement écrit, c'est-à-dire Augustine Feuillet. Alors c'est dire que les éditeurs du 19e siècle ont bien des vues genrées sur la production, et évidemment le nom reste un indice supposément fiable. On pourrait multiplier les exemples et d'ailleurs suivre cette interrogation plus longuement. Alors est-ce que les femmes, ça c'est mon deuxième temps, écrivent des romans sentimentaux? Dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle et pendant la première décennie du siècle suivant, comme les hommes, bien qu'en nombre inférieur à eux, les femmes écrivent en effet des romans dits sentimentaux, et je me tiens sur ce point puisque je trouve que l'étiquette est souvent assez galvaudée et utilisée peut-être historiquement à tort et à travers. J'en tiens à l'excellente analyse de David Denby, Sentimental Narrative and the Social Order in France, qui lui imagine que les points de repère sont 1760-1820. Au-delà, on voit la matière romanesque se transformer de toutes sortes de façons. Alors certes, leur présence un peu plus visible en littérature à l'extrême fin du XVIIIe siècle et certains succès rencontrés vont accréditer l'idée que les femmes écrivent des romans sentimentaux, mais en réalité, et je cite une phrase je vais citer à titre d'exemple une phrase d'un critique, Joseph Michaud, critique connu surtout pour sa monumentale entreprise biographique dans le Mercure de France de 1803. Alors, je vais le prendre pour indice, puisque Joseph Michaud dit « Les femmes semblent s'être exclusivement emparées de ce genre littéraire, le roman sentimental, alors qu'en réalité, il déforme délibérément une situation bien différente, démentie par les chiffres de nouveau. Le soi-disant monopole de ces dernières, à rappeler notamment chez Charles, relève d'une construction critique qui superpose deux lieux communs, le premier liant femme et sentiment, le second femme et roman. » Alors, je lis encore, cette fois chez le critique Jean-François de La Harpe, ou L'Arpe, auteur du fameux Lycée, une sorte d'histoire littéraire de tous les âges et de tous les temps, qu'il est souhaitable que les femmes, je cite, mettent en scène ce qu'elles connaissent le mieux, le sentiment, dans le genre littéraire qui leur convient le mieux, le roman, et ainsi de suite. Et alors voilà l'invitation au roman clairement formulée une fois de plus. En réalité, exactement comme leurs homologues masculins, bien que beaucoup moins nombreuses, les femmes écrivent des romans sentimentaux, mais s'illustrent également dans d'autres genres romanesques, et vous le savez bien, ces sous-genres sont innombrables, qu'on se souvienne seulement de la préface de Mademoiselle de Maupin de Gautier, par exemple. Le roman est par définition hétéromorphe, on peut le qualifier de toutes sortes de façons selon les époques. Il existe des romans gothiques, philosophiques, fantastiques, pédagogiques, exotiques, historiques ou libertins, et ces genres, bien sûr, se recouvrent, se confondent dans nombre d'occasions. Tous les grands et petits romanciers, par ailleurs, ont emprunté à d'autres formes littéraires. Ils ont emprunté au théâtre, à la lettre, à la correspondance, à l'essai et à toutes sortes de formes dites lyriques. C'est notamment, évidemment, le cas de nombre d'auteurs romantiques des deux sexes, parce que précisément, au fond, ce genre n'en est pas un, sa plasticité est infinie, ses possibilités d'emprunt et d'imitation aussi. Les femmes sont-elles néanmoins apparues meilleures observatrices et plus fines analystes du sentiment? C'est incontestable. Attention portée à la dimension psychologique du sentiment et plus généralement au rapport entre les sexes paraît avoir caractérisé nombre de romans de femmes, mais ce qui m'intéresse davantage encore, c'est que ce qui relève de la construction critique soit apparu naturel à leurs propres yeux. On lit chez Germaine de Staël, les femmes, c'est un extrait de la littérature, étudient avec soin et caractérisent avec sagacité les mouvements de l'âme. Les femmes seules connaissent de l'amour toutes les nuances délicates. Sophie Cottin, de son côté, note de même dans la préface de Malvina, qui est publiée la même année, en 1800, les romans sont le domaine des femmes. C'est à elles qu'appartiennent de saisir toutes les nuances d'un sentiment qui est l'histoire de leur vie. On le voit, elle répète les propos de la harpe, qui répète à son tour ce qu'il a entendu, lu, répété 100 fois. C'est plus tard encore,
Colette parlera de, je cite, « la femelle aptitude au bonheur ». C'est ainsi qu'un discours d'ordre culturel semble s'être peu à peu mué en naturel, exactement comme dans le cas du romanesque. Alors ça, c'est un mouvement qui est évidemment bien connu. Introjecté, un tel discours s'est progressivement transformé en compétence singulière, sans pour autant que les romanciers majoritaires ne cessent évidemment d'imaginer des romans d'amour. Et davantage. Après les considérations générales de Germaine de Staël sur les passions, de l'influence des passions sur le bonheur des individus et des nations, qui comporte un chapitre sur l'amour de manière tout à fait significative, ce sont les hommes au XIXe siècle qui vont se faire théoriciens du mariage et de l'amour. Et je cite simplement très vite, à titre de repère, de l'amour de Stendhal, Physiologie du mariage de Balzac, l'amour de Michelet, etc. Et l'idéalisme. L'opposition entre roman idéaliste et roman réaliste n'épouse pas la différence des sexes dès la monarchie de Juillet et ne peut servir seule à expliquer l'oubli dans lequel les œuvres de femmes sont tombées, George Sand comprise. Et sur ce point, il en a été question, je ne partage pas les analyses de Margaret Cohen. Si Stendhal entend parler politique, quoi qu'il en coûte au roman, si Balzac se pose en historien de la Restauration, Sand, dès Indiana, inscrit, on le sait bien, la critique d'un état de société et d'un état politique au cœur de son dispositif romanesque, comme le fait d'ailleurs Victor Hugo, mais d'une autre manière que lui. Mais plus juste, à mon sens, plus juste historiquement, d'observer que la mise en place de l'opposition entre idéalisme et réalisme procède par glissements successifs sur plusieurs décennies. Cette opposition s'élabore d'abord dans justement la tension entre romantisme et réalisme. Cette tension, elle est formulée par les réalistes au début des années 1850, vous vous en souviendrez, exactement comme les romantiques avaient souhaité se défaire des classiques quelques décennies auparavant. Peu toutefois, cette opposition adopte une partition sexuée. Et là, les choses deviennent plus intéressantes. Le romantisme, sommairement caractérisé par l'effusion sentimentale et les larmes, est jugé féminin, tous auteurs confondus. Les hommes comme les femmes qui s'en réclament sont qualifiés par Proudhon, par exemple, de femmelins. Et Proudhon fait un ensemble et critique les romantiques, quel que soit leur sexe d'ailleurs, puisqu'il pense aussi bien à Rousseau qu'à Germaine de Staël, dans une vision un peu large du romantisme. Tandis que dans son souci du vrai et du réel, devenu synonyme, Zola, de son côté, juge que la littérature est devenue virile. Alors, Zola le dit, mais aussi, on le sait bien, Barbey d'Aurevilly, les frères Goncourt, ou Flaubert, quand il se moque de Lamartine. Et c'est sans doute Zola, d'ailleurs, qui se fait le héros de ce qu'il appelle, dans sa lettre à la jeunesse, et je pense que la formule est admirable, et elle résume tout, la virilité du vrai. Alors si on en est à la virilité du vrai, alors ça c'est sûr, du coup pas de possibilité de faire autre chose. Zola oppose d'ailleurs à la virilité du vrai, je cite, les belles émotions nerveuses de l'idéal. Alors voilà l'opposition clairement énoncée. Dans l'article qu'il consacre à George Sand, au lendemain de sa mort, en 1876, Zola va en réalité aller plus loin que ses prédécesseurs, puisqu'il va reprendre cette partition sexuée qui oppose désormais, et on sait bien que le discours scientifique s'en mêle aussi, le discours médical, qui oppose virilité aux nerfs et qui se retrouve, à ses yeux, incarné par deux romanciers, Balzac, dont il fait l'ancêtre du naturalisme, et Sand, dans lesquels il voit le parangon de l'idéalisme. Alors, véritable parti pris, parce que pourquoi pas Hugo ou Lamartine, évidemment, une telle proposition a l'avantage de donner une figure masculine à ce qu'il faut faire, une figure féminine à ce qu'il ne faut pas faire, au réalisme d'un côté, à l'idéalisme de l'autre. Phénomène, évidemment, là aussi, bien connu, qui reconduit ce que Françoise Héritier appelle la valence différentielle des sexes, c'est-à-dire dès qu'il est question d'établir des hiérarchies de quelque sorte, la comparaison qui est faite revient naturellement au masculin et au féminin, et c'est exactement comme ça que procède Zola. Alors on pourrait montrer que Zola, la critique ne lui donne pas raison tout de suite, qu'il y a encore quelques débats autour de Taine et Lançon, par exemple, à cet égard, mais enfin, voilà l'opposition clairement posée. L'idée selon laquelle aucune œuvre de femme ne saurait être réaliste, a fortiori naturaliste, découle logiquement d'une telle représentation que la critique et les historiens de la littérature répéteront ensuite sans l'interroger. Et je pense pour ma part qu'il y aurait à faire
une thèse et peut-être même plusieurs pour essayer de comprendre pourquoi le réalisme connaîtra au XXe siècle un tel succès critique, de Lukács à Barthes et Genette. Bien sûr, ces analyses attendent que soit prise en compte son caractère idéologique, puisque évidemment il y a une marque idéologique forte aussi liée à ce discours, mais également genrée. Et d'ailleurs, les deux sont historiquement liés. Il faudrait faire l'historique, autrement dit, de sa prodigieuse réception. Alors, j'avancerai un peu vite ici, avec juste seulement quelques éléments de réflexion, il s'agit dans tous les cas de 3 constructions critiques qui vont gauchir la réalité à des fins assurément avantageuses pour le masculin, et d'autre part que ces constructions sont d'autant plus efficaces qu'elles sont volontiers reconduites par les écrivaines elles-mêmes, qui acceptent cette place, la jugent naturelle et qui répondent à ce que le champ littéraire attend d'elles, des romans, du sentiment, de l'idéal, mais aussi bien d'autres genres et sous-genres, du réalisme, du naturalisme. Ce que l'histoire littéraire s'est généralement décidée à ne pas voir. Il y a un vrai parti pris. Une fois les cases établies, évidemment, l'histoire littéraire va remettre son pas inlassablement. Il suffirait de partir de Lançon et de voir comment l'histoire littéraire procède toujours aujourd'hui. On verrait qu'en réalité, on a dans ce seul domaine fort peu bougé les lignes et les repères. Je vais revenir en guise de conclusion à cette question de la filiation et essayer là aussi de la genrer, puisque depuis quelques décennies, désormais, toutes sortes de raisons ont été avancées pour comprendre la situation que je viens de décrire, à commencer par le faible pourcentage des femmes en littérature. Et pour cette raison, parmi ces raisons, on trouve la question des modèles. On a volontiers fait observer que l'existence d'illustres modèles avait continuellement alimenté l'envie de gloire littéraire, c'est le terme qui est souvent utilisé, et que cette dernière, être le Molière de son temps, être Chateaubriand ou rien, etc., avait constitué un moteur puissant dans un imaginaire de la littérature nécessaire à tout qui souhaitait devenir homme de lettres. On a volontiers fait observer, il a été rappelé que Christine Planté le dit en effet, que l'absence de modèle au féminin pourrait avoir, avec d'autres facteurs, contribué à une situation inverse, à laquelle d'ailleurs auraient également participé les quelques romans, en réalité une poignée, qui invitaient les femmes à ne pas écrire au nom de leur bonheur personnel. Alors, on remarquera à cet égard combien le dispositif est et demeure genré. Il est très frappant de voir que les hommes n'ont jamais imaginé de prendre une femme pour modèle. Personne n'est pas surprise pour déclarer qu'il veut être le Germaine de Staël de sa génération. Ou la George Sand, le George Sand de son siècle. Les femmes, de leur côté, n'imaginent pas, ou n'osent pas imaginer, semble-t-il, qu'elles pourraient se mesurer à des œuvres masculines. Et j'avoue que dans mes recherches, je n'en ai jamais trouvé d'exemple. Quand elles évoquent des modèles, ils sont toujours féminins. Et l'existence d'une George Sand au XIXe siècle joue, on le sait bien à cet égard, un rôle absolument déterminant. Le principe de filiation, qui semble nécessaire pour acquérir quelque légitimité en littérature, s'inscrit dans un imaginaire dont je voudrais souligner la forte connotation familiale, et avec elle la dimension conservatrice qu'elle convoque de facto, à moins de le refuser de toutes ses forces. Et ça arrive. Il est très satisfaisant d'être pris dans une dynamique de l'héritage et de la transmission. Et après tout, il est régulièrement convoqué par le fonctionnement même des institutions, dont les académies, dont éventuellement les groupes, cénacles, etc. C'est-à-dire faire corps et imaginer un type de transmission de quelque sorte. Justement, là on retrouve des dispositifs bien connus. C'est le masculin qui transmet le nom, les biens, une histoire familiale. L'existence d'un tel scénario en littérature rappelle d'emblée à quel point il est difficile pour les femmes de s'y inscrire à leur tour, symboliquement et pratiquement. De même qu'il leur est plus difficile de concevoir la pratique littéraire sur le mode d'un mouvement esthétique ou de disciples qui peuvent le constituer et le faire connaître. Aucune femme au XIXe siècle ne semble penser sa présence en littérature, ne la conçoit, ne l'imagine même, dans ces termes.
qui appartiennent en effet à un imaginaire masculin. Ouais. Ce mécanisme est d'ailleurs parfaitement identifié, et à mon sens c'est la première qui le fait, par Félicité de Genlis. Félicité de Genlis dit en effet que c'est comme ça que cela fonctionne, et que donc évidemment là le féminin n'a pas sa place. Et j'en viens à ma petite conclusion, sans interruption. Lire la littérature, donc dans une perspective genrée, n'est à l'évidence qu'à ses débuts, et je pense qu'il faut y encourager encore et encore, ici, mais aussi ailleurs, et en France notamment, parce que lire la littérature dans une perspective genrée devrait permettre à terme d'ébranler sérieusement les habitudes de la critique, comme celles de l'histoire littéraire, et in fine permettre d'adopter une perspective beaucoup plus juste sur la pratique littéraire dans son ensemble. Voilà.